Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer aujourd'hui de vous faire par cette vidéo Zoom l'examen clinique en neurologie qui était censé être assuré le premier jour de votre module de sémiologie neurologique. Alors, je commencerai d'abord par parler de la neurologie. Donc, c'est quoi la neurologie? C'est une spécialité médicale qui prend en charge les pathologies du système nerveux. Donc, quand on dit système nerveux, c'est aussi bien système nerveux central et système nerveux périphérique. Alors, l'examen neurologique, c'est l'examen le plus difficile de toute la médecine. Il comporte, dans un premier lieu, l'état de conscience. Donc, quand on reçoit un patient en consultation ou au box des urgences, on va d'abord commencer par l'état de conscience. Est-ce qu'il est conscient ou pas? L'orientation dans le temps et dans l'espace, l'hypercrânienne, la motricité, les réflexes, le tonus, la coordination, la sensibilité et on terminera par la position debout et la marche. Donc, on va détailler point par point. Alors, l'examen des paires crâniennes, il faut savoir que l'être humain et l'homme donc, possèdent 12 paires crâniennes assurant l'innervation sensitivo-motrice de l'extrémité céphalique. Donc, comme vous voyez ici, donc, toutes les paires crâniennes prennent naissance au niveau du tronc cérébral. Donc, les noyaux de ces paires crâniennes sont situés au niveau du tronc cérébral, aussi bien mésencéphale, protubérance et en bas, ce qu'on appelait antérieurement la moelle allongée ou actuellement on l'appelle le bulbe rachidien. Et de cette partie-là vont prendre naissance justement ces nerfs crâniens pour aller innerver l'extrémité céphalique. Donc ceci est un agrandissement de ce que je viens de dire de la première paire crânienne jusqu'à la dernière qui est la 12e paire crânienne. Alors ici, je vous ai mis un moyen mnémotechnique pour essayer justement de retenir ces 12 paires crâniennes. Donc retenez cette phrase: ô Oscar, ma petite théière me fait à grande peine s'égorger. Et si vous remarquez que chaque mot, donc le début de chaque mot, la première lettre de chaque mot, correspond à un nerf crânien. Donc le premier mot, c'est le O, donc c'est le nerf olfactif. Oscar, c'est la deuxième paire crânienne qui est le nerf optique. Le 3, c'est le nerf moteur oculaire commun. Le 4, c'est le nerf pathétique. Le 5, c'est le nerf trijumeau. Le 6, c'est le nerf moteur oculaire externe. Le 7, c'est le nerf facial. Le 8, le nerf auditif. Le 9, le nerf glossopharyngien. Le 10, c'est le nerf pneumogastrique ou appelé également le nerf vague. Le 11, c'est le nerf spinal ou accessoire. Et la dernière paire crânienne, la 12e paire crânienne, c'est le nerf grand hypoglosse. Donc, si vous voyez ici les deux images, c'est pour essayer justement de se rappeler donc les différentes paires crâniennes. Donc, si vous voyez au niveau des yeux, donc nous avons le 2 et le 3 parce que c'est eux qui sont responsables justement de l'acuité visuelle et l'oculomotricité. Alors, le 7, c'est le nerf de la face, le 8 au niveau des oreilles, etc., etc., etc. Alors, on commence par la sémiologie du nerf olfactif, c'est le nerf 1. Alors, comment on va examiner cette première paire crânienne? En demandant au sujet d'identifier une substance non irritante. Donc, j'insiste sur ça, il ne faut pas que ça soit de l'alcool, parce que l'alcool, ça va irriter le parenchyme et donc ça va fausser l'interprétation. Il faut que la substance soit non irritante, soit du parfum ou du café, narine par narine et bien sûr les yeux fermés. Donc ici, vous voyez que le nerf olfactif, il passe par la lame criblée de l'ethmoïde et c'est pour cette raison que les traumatisés de la face, soit par accident de la circulation, peuvent avoir donc une fracture au niveau de l'os ethmoïde, ce qui va sectionner le nerf olfactif et donc peut être carrément responsable de lésions irréversibles. Alors, les signes cliniques qui vont amener le patient à consulter, il va vous dire que soit j'ai une anosmie, donc le préfixe A, ça veut dire que le déficit, il est complet, il ne sent rien du tout, ou bien le déficit, il peut être partiel, c'est ce qu'on appelle une hyposmie.
Alors, quel est le diagnostic topographique? Parce qu'il faut savoir qu'en neurologie, donc pourquoi on fait un examen neurologique? Pour arriver en finalité à faire ce qu'on appelle un diagnostic topographique, c'est-à-dire localiser notre lésion. Est-ce qu'elle est au niveau du système nerveux central ou au niveau du système périphérique? Donc, c'est très, très important parce que ceci va guider par la suite la demande des examens complémentaires. Donc, le diagnostic topographique, ça peut être des séquelles de traumatisme crânien, essentiellement un traumatisme au niveau de la face, les pathologies tumorales, et récemment, on en a vu des séquelles de COVID-19, donc des patients qui gardent une anosmie séquelaire. Donc ici, vous voyez cette personne qui a fait un traumatisme quand même qui est sévère de la face et ont entraîné une fracture de l'aile du nez et carrément une fracture de l'ethmoïde. Et donc, il peut garder une anosmie séquelaire. Deuxièmement, on va parler de la sémiologie du nerf optique. Donc, le nerf optique, c'est le nerf 2. Alors, le nerf 2, comment on va l'explorer? Déjà, il faut savoir que la rétine, c'est un organe récepteur. Donc, c'est la rétine qui va capter les photons lumineux. Donc, qui vont par la suite être acheminés. Donc, en premier lieu, ils vont être acheminés par le nerf optique, le chiasma optique, et en dernière, nous avons les bandelettes optiques, les corps genouillers externes pour se terminer en finalité au niveau du cortex occipital. Et c'est en fin de compte ce cortex occipital qui est le cortex de la vision. Alors, comment on va examiner le nerf optique? Alors, l'examen du nerf optique comporte trois étapes essentiellement. La première, c'est l'acuité visuelle, le champ visuel et le fond d'œil. Alors, l'examen de l'acuité visuelle, comment on va faire? On va se mettre en face du patient à une distance à peu près de 2 mètres. Et on va demander au patient de fermer un œil, c'est-à-dire que l'examen doit se faire œil par œil, et on va lui demander de reconnaître le nombre des doigts de l'examinateur. Donc, on va commencer d'abord de loin, avec une distance de 2 mètres entre l'examinateur et le médecin, et l'acuité visuelle de près, tout simplement en lui donnant du journal ou un livre à lire. Deuxièmement, on a l'examen du champ visuel. Alors, ce que vous voyez ici, comment on va faire l'examen du champ visuel? Donc, le médecin, il est en face de l'examinateur, d'accord? On demande au patient de fixer le nez de l'examinateur et on lui demande de signaler l'apparition dans son champ visuel un objet. Donc, ce que vous voyez sur l'image, euh, le médecin, il essaye de bouger les doigts et il demande au patient quel est le doigt qui bouge alors que le patient le regarde en face. Donc, si vous voyez, le médecin, il bouge son doigt à gauche et le malade, il a rapidement reconnu que c'est le doigt gauche qui bouge. Et on va faire cette opération au niveau de tous les méridiens du champ visuel. Troisièmement, nous avons l'examen du fond d'œil. Donc, l'examen du fond d'œil, il se fait à l'aide d'ophtalmoscope. Et si, par malchance, on va trouver une anomalie soit du champ visuel ou du fond d'œil, là, pour un examen plus spécialisé et plus approfondi, on va envoyer notre patient chez un ophtalmologue pour faire un examen détaillé. Alors, quels sont les différents signes cliniques? Donc, une baisse de l'acuité visuelle. Cette baisse de l'acuité visuelle, elle est d'intensité variable. Donc, ça peut être un simple flou visuel, un brouillard, voire carrément une cécité totale. Les anomalies du champ visuel les plus fréquentes, donc nous avons ce qu'on appelle un scotum. C'est quoi un scotum? C'est une lacune dans le champ visuel uni ou bilatéral, central ou périphérique. L'hémianopsie, c'est quand on a une perte de la vision dans la moitié du champ visuel. Et l'œdème papillaire qu'on peut retrouver au cours de l'examen du fond. Donc ici, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un scotum. Donc c'est une lacune au niveau de la région centrale de notre champ visuel. Et ici, c'est une amputation de la périphérie du champ visuel. C'est ce qu'on appelle une hémianopsie. Les déficits du champ visuel sont vraiment variables selon le siège de la lésion au niveau des voies optiques et ça a vraiment une très, très, très grande valeur topographique. Et il faut retenir cette image-là. Donc, vous voyez les deux globes oculaires, d'accord? Et donc, chaque globe oculaire est divisé donc, en rétine temporale et rétine nasale, qui reçoit donc les photons lumineux de chaque partie du champ visuel. En arrière, vous avez les deux nerfs optiques.
Ils vont se croiser au niveau du chiasma optique et en arrière, ils vont former les bandelettes optiques, les radiations optiques et le cortex occipitaire. Donc, en fin de compte, la sémiologie clinique du patient va vraiment vous orienter de la topographie exacte de l'atteinte au niveau de ce qu'on appelle ses voies optiques. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, ici, en rouge, la section complète du nerf optique, donc logiquement, il va y avoir l'amputation au niveau des deux parties du champ visuel et donc, il y aura une cécité du côté droit. Alors, si on prend maintenant l'exemple de l'atteinte du chiasma optique, alors au niveau de cette partie-là, vous voyez qu'il y a uniquement une seule partie de la rétine nasale qui va croiser avec une seule partie de l'hémirétine nasale contralatérale. Alors que l'hémirétine temporale des deux côtés, elles sont normales. Donc, si on suit le trajet ici du nerf optique en pointillé et l'autre partie, donc si on remonte vers le haut, on va trouver que c'est cette partie-là qui va être amputée et cette partie-là. Donc, ce sont les deux régions temporales. C'est ce qu'on appelle une hémianopsie bitemporale. Alors, si c'est une atteinte des bandelettes optiques, donc si je descends en arrière, là, je me retourne en arrière. Donc, cette partie-là du bandelette optique va donner une hémianopsie latérale homonyme et ainsi de suite. Pour dire que l'analyse sémiologique des signes cliniques et la connaissance anatomique des voies optiques va orienter et va avoir une très, très grande valeur topographique. On passe maintenant à la sémiologie des nerfs oculomoteurs. Alors, les nerfs oculomoteurs, on les examine ensemble. Vous avez le 3, le 4 et le 6. Donc, le nerf oculomoteur commun, le nerf oculomoteur externe et le nerf oculomoteur pathétique. Alors, l'examen de l'oculomotricité comprend essentiellement deux étapes. Nous avons l'oculomotricité extrinsèque et l'oculomotricité intrinsèque. Donc, extrinsèque, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et intrinsèque, c'est tout ce qui est à l'intérieur. On va détailler une par une. Alors, l'examen de l'oculomotricité extrinsèque, comme tout examen clinique, on va commencer par l'inspection. On va observer notre patient. Est-ce qu'il a un ptosis? Alors, le ptosis, c'est la chute de la paupière supérieure. Est-ce qu'il a un strabisme, c'est-à-dire une déviation d'un globe oculaire? Et cette partie de l'oculomotricité extrinsèque permet d'explorer les trois types de mouvements. Alors, vous avez les mouvements volontaires. Volontaires, c'est-à-dire qu'on va demander au sujet de regarder dans toutes les directions, aussi bien à droite, à gauche, en haut et en bas. Deuxième type d'oculomotricité, ou la deuxième type de mouvement, ce sont les mouvements automatiques. Alors, les mouvements automatiques, comment on va les explorer? Par ce qu'on appelle les mouvements de poursuite. Lorsque vous voyez ici en bas à gauche, il y a l'examinateur qui met un objet en face du patient et il va lui demander de suivre cet objet dans toutes les directions, aussi bien à droite, à gauche, en haut et en bas. Les mouvements réflexes, là, on les appelle la manœuvre des yeux de poupée. Donc, si vous voyez ici, l'examinateur, il tient la tête du malade et il va essayer de faire des rotations à droite, à gauche, en extension et en flexion, donc comme une poupée. Donc, si vous prenez une poupée et que vous essayez de mobiliser sa tête, vous allez observer une mobilité de ces globes oculaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une stimulation du noyau oculo-vestibulaire et oculocéphalique, et c'est un mécanisme qui est totalement réflexe. On arrive maintenant à l'oculomotricité intrinsèque, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'inspection des pupilles, essentiellement, on va observer leur taille, leur symétrie. Alors, à l'état normal, elles ont une taille identique, donc c'est ce qu'on appelle isocore, et le contour est régulier. Maintenant, si nous sommes devant une asymétrie, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation du diamètre d'un côté et diminution du diamètre de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle une anisocorie. Deuxième des choses, on va faire ce qu'on appelle le réflexe photomoteur. Alors, le réflexe photomoteur, on a le réflexe photomoteur direct et le réflexe photomoteur consensuel. Alors, il consiste en quoi? On va faire à l'aide d'une source lumineuse, donc la lampe torche, on va stimuler la périphérie de l'iris. D'accord? Donc, la périphérie de l'iris, ici, on va la stimuler à l'aide d'une source lumineuse. Et qu'est-ce que
On s'attend à quelle réponse? On s'attend à un myosis d'un côté, donc du côté de la stimulation. Là, on l'appelle le réflexe photomoteur direct, mais on aura aussi un myosis du côté contralatéral, c'est ce qu'on appelle un réflexe photomoteur direct consensuel. Alors, pourquoi il y a un myosis, il n'y a pas un mydriase? Parce qu'il faut garder en tête qu'en neurologie, il faut raisonner en arc réflexe. D'accord? Donc, si je stimule la périphérie de l'iris par une source lumineuse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher un influx nerveux. Alors, cet influx nerveux, il va être capté par la rétine, d'accord? Puisque c'est elle l'organe récepteur, et il va être acheminé tout au long du nerf optique. D'accord? Donc, tout au long du nerf optique, chiasma optique, arrivé jusqu'au niveau du noyau de la troisième paire crânienne, le noyau du nerf oculomoteur commun. Donc, quand vous voyez ici, le noyau du 3, il est situé au niveau du mésencéphale. Et par la suite, ce que vous voyez en orange, il y a des fibres nerveuses, donc qui vont emprunter le noyau du 3 pour aller innerver directement le sphincter pupillaire. Donc, c'est pour ça que quand je stimule, l'œil d'un côté, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un myosis aussi bien du même côté de la stimulation, mais aussi du côté contralatéral, parce qu'il y a une stimulation du sphincter de l'iris. Donc, si le sphincter de l'iris est stimulé des deux côtés, donc il va y avoir une diminution du diamètre de l'iris, et donc une, on aura comme réponse un myosis. Donc, pour vous expliquer pourquoi il y a un myosis quand on fait le réflexe photomoteur, parce que il y a les fibres parasympathiques de la troisième paire crânienne qui vont aller innerver directement le sphincter de l'iris des deux côtés et entraîner, dans ce cas-là, un myosis. Troisième réflexe, c'est le réflexe d'accommodation convergence. Alors, ce que vous voyez, je vais mettre un stylo en face du patient et je vais essayer de le rapprocher jusqu'au nez. Donc, le sujet, pour essayer de voir l'objet net, il va faire une accommodation et en même temps, il va converger. Donc, il va y avoir une adduction des deux globes oculaires avec un myosis. Donc, en haut, le patient n'arrive pas à converger. Vous voyez que l'œil ici, il n'arrive pas à faire l'adduction. Et ici, la convergence, elle est normale. Donc, au fur et à mesure que j'approche le stylo au niveau du nez, il y a une convergence des deux côtés. Alors, quels sont les signes cliniques qui vont orienter le patient à consulter? Nous avons des signes subjectifs, donc à savoir le binoculaire. C'est-à-dire que quand le patient essaye de fermer un œil, cette diplopie va disparaître. Alors, puisqu'on a dit que l'examen de l'oculomotricité, c'est essentiellement les trois paires crâniennes, donc si j'ai une atteinte du 3, cliniquement, qu'est-ce que j'aurai? Un ptosis, que vous voyez ici. Le ptosis, c'est la chute de la paupière supérieure parce que tout simplement, le muscle releveur de la paupière supérieure, donc le muscle qui va relever la paupière supérieure, il est innervé par le 3. Donc, si le 3 est malade, automatiquement, on aura un ptosis. Un strabisme convergent, une limitation des mouvements oculaires en adduction en haut et en bas, parce que la troisième paire crânienne innerve le muscle droit supérieur, droit inférieur et droit interne. Donc, s'ils sont touchés, le patient ne pourra pas faire les mouvements en adduction en haut et en bas. Et il y a aussi une atteinte de l'oculomotricité intrinsèque. Donc, si le 3 est touché, il y aura une mydriase aréactive, c'est-à-dire que même si je fais le réflexe photomoteur, je n'aurai aucune réponse, avec abolition du réflexe accommodation-convergence. Donc ici, le malade, il a un ptosis, il a un strabisme, plutôt il est divergent, non, il n'est pas convergent, il est divergent parce que nous avons le 6 qui est sain, donc il va essayer de tirer le globe oculaire vers lui. On demande au patient de regarder, donc de faire des mouvements de latéralité. Vous voyez que ici, il n'arrive pas à faire à l'adduction totale et il n'arrive pas à regarder vers le bas. L'attente de la sixième paire crânienne, donc la sixième paire crânienne, elle innerve le muscle droit externe, donc logiquement, on aura un strabisme convergent parce que c'est le droit interne qui va tirer avec une limitation de l'abduction du regard. L'atteinte de la quatrième paire crânienne,
Le nerf pathétique, il commande essentiellement le muscle grand oblique et donc on aura une limitation des mouvements oculaires vers le bas. Et généralement, ça se voit, le patient, il va vous dire que j'ai du mal à lire parce que quand il lit, il va faire l'abaissement de ses yeux et il a aussi du mal à descendre les escaliers. Alors, à retenir ces différents muscles oculomoteurs innervés par les différentes paires crâniennes. Donc ici, vous avez le 3, il innerve le droit supérieur, le droit inférieur, le droit supérieur, voilà, donc on a dit le droit supérieur, le droit inférieur et le droit interne, ainsi que le petit oblique. Le 6, il innerve le droit externe et le 4, il innerve le grand oblique. Donc ici, c'est aussi la même chose. On passe maintenant aux paralysies internucléaires. Donc, quand on emploie le mot internucléaire, logiquement, ça veut dire que c'est une atteinte entre deux noyaux. Mais quels sont ces deux noyaux qui sont touchés? Alors ici, vous voyez les deux globes oculaires, gauche et droit. Donc, nous avons les noyaux du nerf 3 au niveau du mésencéphale. Et si on descend un petit peu, on a le noyau du nerf euh, oculomoteur externe des deux côtés au niveau de la protubérance. Alors, ces deux noyaux sont reliés entre eux par ce qu'on appelle la bandelette longitudinale postérieure, appelée également le faisceau longitudinal médian, le FLM. Alors, qu'est-ce qui va faire ce faisceau longitudinal médian? C'est lui justement qui permet les mouvements conjugués des yeux. C'est-à-dire c'est lui qui permet à l'individu, ce que vous voyez ici, de regarder aussi bien à droite et à gauche. Donc maintenant, si j'ai une anomalie au niveau de cette bandelette-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une paralysie de l'adduction de l'œil atteint. Donc l'œil atteint, il y a un 3, il ne peut pas faire l'adduction. Un nystagmus en abduction pour essayer de corriger cette paralysie, alors que la convergence, elle est tout à fait normale. Donc si vous voyez ici, le patient, quand il regarde, il y a une limitation de l'adduction de ce côté-là, alors que la convergence, elle se fait de façon normale. La même chose ici, on demande au patient de regarder à gauche. Donc ici, l'œil gauche, il le fait normalement, alors que ici, il y a une limitation de l'adduction, alors que si on fait la convergence, elle est conservée. On arrive à la paralysie supranucléaire. Alors, supranucléaire, comme son nom l'indique, c'est au-dessus du noyau. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus des noyaux? Puisqu'on a dit que les noyaux des pères crâniens sont situés au niveau du tronc cérébral. Donc, au-dessus du noyau, on a ce qu'on appelle le faisceau géniculé. Vous avez fait ça au cours du syndrome pyramidal. Donc, c'est le faisceau géniculé. Il va se détacher du faisceau pyramidal pour aller innerver justement les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Alors, la paralysie supranucléaire la plus fréquente rencontrée en pratique clinique, elle se voit généralement au cours des AVC ischémiques par atteinte du cortex oculomoteur frontal. Donc, ici, ce que vous voyez en vert, c'est l'aire oculomotrice, donc c'est l'aire 8 de Brodmann, et c'est elle qui permet les mouvements conjugués de la tête et des yeux. Donc, si j'ai une atteinte ici hémisphérique gauche, le patient, il va aussi avoir une déviation conjuguée de la tête et des yeux. On dira que le patient regarde sa lésion. On passe maintenant à la sémiologie du nerf trijumeau, donc c'est la 5e paire crânienne. Le nerf trijumeau est un nerf mixte, il est sensitivo-moteur, donc le versant sensitif comprend 3 branches. Donc nous avons le 5-1, c'est l'ophtalmique de Willis, qui permet d'innerver donc la partie supérieure du scalp, le front, la partie de l'aile du nez. Le 5-2, c'est le maxillaire supérieur, donc il va innerver le maxillaire supérieur ainsi que la joue. Et le 5-3, c'est le maxillaire inférieur. Le versant moteur, il permet l'innervation des muscles masticateurs qui sont les temporaux et ptérygoïdiens. Alors ici, nous avons les muscles masticateurs. Donc, au niveau de la joue, on a le muscle masséter et au niveau des tempes, nous avons les muscles temporaux. Donc, comment on va faire? On va demander au patient de serrer les dents et on va mettre nos mains au niveau
des joues pour essayer de palper les muscles masséters et on va sentir leur contraction et leur décontraction. Et la même chose au niveau des muscles tendus. Ici, à droite, nous avons les muscles ptérygoïdiens au niveau de la joue. Donc, on a le ptérygoïdien externe et le ptérygoïdien interne. Alors, quel est leur rôle? C'est la protrusion et les mouvements de latéralité de la mâchoire. Au niveau de la face antérieure du cou, nous avons le ventre antérieur du muscle digastrique. Et donc, c'est lui qui permet au patient de faire une ouverture contrariée de la bouche. Donc, comment on va faire? On va mettre notre main au niveau du cou et on va demander au patient de faire une ouverture contrariée de la bouche pour essayer justement de palper la contraction de ce muscle. Alors, il existe une partie de la face qu'on appelle l'encoche massétérine. Alors, cette encoche massétérine est située juste ici, au niveau de l'oreille. Alors, cette encoche massétérine, elle n'est pas du tout innervée par le nerf trijumeau. Elle est exclusivement innervée par le plexus cervical supérieur, par C1 et CE, donc C2. Nous avons des rameaux, des fibres nerveuses issues de la racine C1 et C2. Donc, si vous recevez un patient qui se plaint de paresthésie ou de fourmillement au niveau du visage, pour essayer de faire la part des choses, est-ce qu'effectivement c'est l'atteinte du nerf trijumeau ou pas, on va examiner cette encoche massétérine qui est normalement intacte quand on a une atteinte du nerf trijumeau parce que cette partie n'est pas innervée par le nerf trijumeau. Alors, l'examen clinique du nerf trijumeau, il consiste à faire un examen de la sensibilité superficielle. Donc, vous avez la sensibilité tactile à l'aide du coton, la sensibilité thermique à l'aide d'un tube chaud et tube froid, et la sensibilité algésique, c'est-à-dire la douleur à l'aide d'une pointe mousse au niveau des 3 territoires qu'on vient de citer, les yeux fermés. Donc, retenez que l'examen de la sensibilité doit se faire les yeux fermés. Deuxièmement, nous avons le réflexe cornéen. Alors, comme son nom l'indique, on va utiliser un morceau de coton et on va stimuler la cornée. On s'attend à quelle réponse? Normalement, il y a une fermeture du globe oculaire, la fermeture des yeux. Là, encore une fois, il faut raisonner en réflexe. Donc, quand je vais stimuler la cornée, qu'est-ce que je vais faire? Il va y avoir la naissance d'un influx nerveux qui va emprunter le nerf trijumeau. Et quelle est l'efférence qui va donner la fermeture du globe oculaire? C'est le nerf facial, parce que c'est le nerf facial qui va innerver le muscle orbiculaire des yeux. Et donc, c'est le muscle orbiculaire des yeux qui va provoquer la fermeture des yeux. Apprécier la contraction des muscles masticateurs, comme on l'a dit, en demandant au sujet de serrer les dents, ainsi que les mouvements de déduction de la mâchoire inférieure. Donc ici, c'est juste pour retenir le réflexe cornéen. On a dit que quand on stimule la cornée, c'est-à-dire qu'on est en train de stimuler en fin de compte le nerf trijumeau, donc le bras afférent 5-1, et pour qu'il y ait fermeture de l'œil, on va stimuler donc la 7e paire crânienne parce que c'est le nerf facial qui innerve le muscle orbiculaire de l'œil. Toujours dans le nerf trijumeau, donc nous avons le réflexe massétérin. Alors, c'est quoi le réflexe massétérin? On va placer notre index au niveau de la bouche entrouverte et on va essayer de percuter l'index à l'aide d'un marteau réflexe. Donc, si je percute mon index, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stimuler mes 2 muscles masticateurs. Et donc, la contraction des muscles masséters va entraîner la fermeture de la bouche. Quels sont les signes cliniques qui vont amener le patient à consulter? Donc, nous avons soit une névralgie du trijumeau. Déjà, le mot névralgie, ça veut dire que c'est une douleur qui va suivre le trajet du nerf. Alors, cette douleur, elle a vraiment des caractéristiques, c'est qu'elle est vraiment très, très intense, comme un courant électrique, comme un éclair, brutal, paroxystique, avec une indolence entre les crises. On peut avoir une hypoesthésie, c'est-à-dire une diminution de la sensibilité au niveau d'un des territoires, ou carrément une anesthésie dans un territoire, c'est-à-dire que le patient ne sent rien du tout. On peut aussi avoir un déficit de la contraction des muscles masticateurs. On arrive à la sémiologie
du nerf facial, donc la septième paire crânienne. Le nerf facial, il est essentiellement moteur, on l'appelle le nerf de la mimique, c'est-à-dire c'est malam et hlouj. Donc, il est accompagné aussi d'un nerf sensitivo-sensoriel de Wiesberg, donc c'est le 7-bis. Alors, comment on va examiner le nerf facial? D'abord au repos, c'est-à-dire qu'on va faire l'inspection du visage de notre patient à la recherche d'une asymétrie faciale, une déviation de la bouche, on va voir les rides frontales au niveau du front et les plis nasogènes. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle des épreuves dynamiques, c'est-à-dire on va demander au patient de faire une grimace, de gonfler les joues, de siffler, de souffler, de serrer fortement les yeux, de plisser le front et de froncer les sourcils. Alors, les deux situations cliniques qu'on peut rencontrer, soit on est devant une paralysie faciale périphérique, soit on est devant une paralysie faciale centrale. Alors, comment on va faire la part des choses? On va commencer par la paralysie faciale périphérique. Alors, la paralysie faciale périphérique, ce que vous voyez ici sur l'image, alors ici, nous avons un patient. Nous remarquons très bien que les rides frontales sont effacées de ce côté-là. Le globe oculaire, il est un petit peu élargi par rapport au côté contralatéral. Le pli nasogénien, il est effacé. La commissure labiale, elle chute du côté paralysé et elle est tirée du côté sain. Et si on demande au patient de montrer les dents, vous voyez une asymétrie qui est vraiment très, très nette, que ce soit chez cette dame ou chez ce jeune homme. Et quand on demande au patient de fermer les yeux, il ne peut pas fermer complètement l'œil du côté paralysé. C'est ce qu'on appelle le signe de Charles Bay. Donc, en fin de compte, quand on a une paralysie faciale périphérique, c'est les deux territoires de la face qui sont touchés. Aussi bien le territoire supérieur, le front, les yeux et le territoire inférieur. Contrairement à la paralysie faciale centrale où j'ai uniquement une atteinte du territoire inférieur du visage. Alors, comment on peut expliquer cela sur le plan anatomique? Alors, si vous voyez à droite, vous avez une lésion périphérique ici. Le niveau de la lésion, il est au niveau du nerf facial. Donc, le nerf facial, il prend naissance au niveau du tronc cérébral et il descend, il va innerver aussi bien territoire supérieur et territoire inférieur. Donc, si j'ai une lésion au niveau de cette portion périphérique du nerf facial, ce sont les deux territoires de la face du côté homolatéral qui sont touchés. Par contre, si je regarde à gauche, si j'ai une lésion centrale, alors la lésion centrale, elle est au-dessus du noyau, donc vous voyez ici le noyau. Et si on fait un agrandissement du noyau du nerf facial, ce noyau contient deux parties. Il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Alors la partie inférieure comprend le nerf facial qui va innerver le territoire inférieur et la partie supérieure, elle a une double innervation, ce que vous voyez en gris et en orange. Donc une double innervation, cette double innervation vient aussi bien de l'hémisphère homolatéral et de l'hémisphère contralatéral. C'est pour ça que si j'ai une atteinte supranucléaire, donc au-dessus du noyau, la partie supérieure ne sera pas touchée parce qu'elle sera toujours innervée du côté contralatéral qui est resté à droite. Alors ici, vous voyez le chanteur connu Justin Bieber. Il a fait récemment une paralysie faciale. Alors je vous laisse un petit peu quelques secondes pour observer ici. Donc, on lui demande de montrer les dents. On lui demande de fermer les yeux. Alors, à votre avis, s'agit-il d'une paralysie faciale centrale ou périphérique? Donc, on voit bien que c'est les deux territoires qui sont touchés puisqu'il n'arrive pas à fermer l'œil. D'accord? C'est ce qu'on appelle un signe de Charles-Bell. Donc, logiquement, c'est une paralysie faciale périphérique. Alors, la paralysie faciale périphérique, quelle est la cause la plus fréquente? C'est ce qu'on appelle la paralysie faciale à frigorer. À frigorer, c'est-à-dire qu'elle est idiopathique. Alors, pourquoi on l'appelait à frigorer et on continue toujours à l'appeler ainsi? Parce qu'il y avait une théorie du froid. Donc, lors du passage d'une chambre, par exemple, chaude à une chambre froide, donc ce coup de froid peut donner cette paralysie faciale périphérique. Heureusement qu'elle est de bon pronostic. Elle nécessite juste un traitement par corticothérapie
et une bonne rééducation. Alors, j'insiste sur la rééducation, une faute que beaucoup de médecins font, beaucoup de rééducateurs font, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais demander aux patients de mâcher du chewing-gum. Parce que quand on mâche le chewing-gum, on va solliciter nos muscles masséters. Et les muscles masséters, si vous vous rappelez un petit peu, ils sont innervés par le nerf trijumeau et non pas par le nerf facial. Donc, non seulement ils ne vont pas arranger les choses, d'accord, et ça va aggraver la récupération de cette paralysie faciale. Donc, jamais de chewing-gum chez un patient qui fait une paralysie faciale. On passe à la sémiologie du nerf cochléo-vestibulaire, donc la huitième paire crânienne. Alors, il y a deux versants, il y a le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire. Alors, le nerf cochléaire, c'est le nerf de l'audition. L'examen de l'audition consiste à mettre devant l'oreille du malade le son des aiguilles d'une montre, ou bien je vais carrément, tout simplement, frotter les doigts devant les oreilles et lui demander est-ce qu'il entend et de quel côté il entend. On peut aussi appliquer du diapason en vibratoire devant l'oreille, puis sur la mastoïde pour essayer de faire la différence entre une surdité de perception et une surdité de transmission. Donc, les différents signes cliniques, une hypoacousie, c'est-à-dire une diminution ou une baisse de l'acuité auditive, ou carrément une surdité de perception. Le nerf vestibulaire, donc c'est le nerf de la coordination. Généralement, le patient rapporte la notion de vertige. On va rechercher une déviation à l'épreuve des index. Alors, c'est quoi l'épreuve des index? Je suis devant un patient et je vais lui demander d'allonger les deux membres supérieurs, les deux index. S'il y a un sabron vestibulaire, il va y avoir la déviation d'un côté. Le pseudo-Ramberg, alors c'est quoi le pseudo-Ramberg? On demande au patient de se maintenir debout et de fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un petit temps de latence et il va dévier du côté atteint. La marche en étoile, alors on demande au patient de faire 2 pas en avant et 2 pas en arrière. Donc, il va dessiner ce qu'on appelle une étoile de Babinski. À l'oculomotricité, on peut trouver un nystagmus et tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome vestibulaire et vous allez détailler ça dans le cours des troubles de la coordination. La sémiologie des nerfs glossopharyngiens, donc le 9 et le nerf vague, le 10, on le fait ensemble, donc ce sont des nerfs mixtes, aussi bien de la phonation et de la déglutition parce qu'ils vont permettre d'innerver les muscles pharyngo-laryngés. Donc, quels sont les symptômes? Dysphagie, les troubles de la déglutition avec des fausses routes et une voix nasale. Alors, l'examen clinique consiste à demander au patient est-ce qu'il n'avale pas de travers? Est-ce qu'il a des fausses routes? Est-ce qu'il tousse après avoir mangé? Est-ce qu'il présente un rejet des liquides par le nez? Ensuite, on lui demande d'ouvrir la bouche, de prononcer la lettre A et on va observer le voile du palais s'il se contracte ou pas de façon symétrique. Rechercher le réflexe du voile et le réflexe nausée. Donc ici, vous avez le voile du palais et vous avez ici la luette. Donc déjà, on demande au patient d'ouvrir la bouche, d'accord? On va observer cette luette qui, normalement, à l'état normal, elle a une position médiale. On va demander au patient de prononcer la lettre A et quand il prononce la lettre A, on va observer que le voile du palais, il se contracte de façon bilatérale et symétrique. Vous pouvez même faire ça chez vous. Alors, dans les situations pathologiques, donc ce que vous voyez ici, la luette, elle est déviée. D'accord? Elle est déviée et logiquement, même si on demande au patient de prononcer la lettre A, donc il va y avoir un côté du voile qui ne va pas se contracter, donc c'est ce qu'on appelle le signe du rideau de Vernet. Parce que quand on demande au patient de prononcer la lettre A, on dirait que c'est un rideau qui s'ouvre parce qu'il y a un déplacement vers le haut et vers le côté sain de la main. On peut avoir une abolition du réflexe du voile, donc tout simplement une moitié du voile qui ne se contracte pas, et une abolition du réflexe nauséeux. Alors, comment on va rechercher le réflexe nauséeux? À l'aide d'un marteau réflexe, on va mettre au niveau de la face postérieure du pharynx, et normalement, à l'état normal, il y a un réflexe nauséeux. Dans les situations pathologiques, essentiellement quand on a une atteinte bulbaire,
ce réflexe nauséeux, il est aboli. Même si on rentre vraiment au fin fond du pharynx, le patient ne va pas du tout présenter de nausée. Là, c'est de la répétition, c'est le signe du rideau. La sémiologie du nerf spinal, donc c'est le nerf 11. Alors, qu'est-ce qui va innerver ce nerf? Alors, le nerf spinal innerve le muscle, ce que vous voyez ici, sternocleidomastoïdien et le trapèze. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander au patient de tourner la tête à droite et à gauche. Donc, vous pouvez essayer ça sur vous. Donc, si vous tournez la tête du côté gauche, vous allez palper le muscle sternocleidomastoïdien à droite et vice-versa. Et donc, on demande par la suite au patient de résister, de faire une résistance voilà, de résister à une force que vous allez exercer sur lui. Pour examiner le trapèze, qu'est-ce qu'on va demander au patient? On va demander de hausser les épaules, le haussement des épaules. Et là aussi, on va exercer une force et on va demander au patient de résister. Les signes cliniques, c'est tout simplement, le patient, il vous dit que voilà, docteur, j'ai une faiblesse musculaire, je n'arrive pas à soulever mes membres et je n'arrive pas à tourner la tête. Et pour objectiver les signes subjectifs, on va examiner ces deux muscles. Donc ici, voilà, on demande au patient de tourner la tête et on exerce une force, on lui demande de résister. Et là, vous voyez qu'il y a une chute du moignon de l'épaule du côté paralysé. On arrive à la dernière paire crânienne, c'est le nerf grand hypoglosse. Donc, c'est la 12e paire crânienne. Alors, l'examen clinique consiste à inspecter la langue à la recherche d'une atrophie, c'est-à-dire diminution du volume, de fasciculation, une déviation, comme on l'observe ici. Donc, il y a une déviation. D'accord? On demande aux patients de tirer la langue. Il y a des patients qui n'arrivent même pas à faire ce qu'on appelle la protrusion de la langue, de tirer la langue. Donc, les signes cliniques, déviation de la langue vers le côté paralysé, fasciculation et amyotrophie. Là, encore une fois, ça dépend du niveau de la lésion. Donc, soit que j'ai une atteinte du nerf glossopharyngien, donc c'est une atteinte qui est périphérique. La paralysie, elle est du même côté de la lésion, elle est homolatérale. Par contre, si l'atteinte, elle est supranucléaire, donc au-dessus du noyau, c'est l'atteinte du faisceau géniculé. Et dans ce cas-là, la déviation, elle se fait du côté opposé à la lésion parce que vous voyez que la majorité du faisceau pyramidal décusse au niveau du bulbe rachidien. On a terminé avec l'examen des paires crâniennes. On continue notre examen neurologique. Donc, il faut être systématisé. Donc, après les paires crâniennes, on passe directement à l'examen de la motricité. Alors, quelles sont les différentes manœuvres qu'on va utiliser pour examiner la motricité? Nous avons ce que vous voyez ici sur l'image, la manœuvre de Barré en membre supérieur. C'est-à-dire, on va demander au patient de tendre ses deux membres supérieurs à l'horizon. Un sujet normal, il peut faire ça. Par contre, un patient qui présente un syndrome pyramidal, donc déjà, il va vous dire, j'ai une faiblesse musculaire, je ne peux pas faire le mouvement. Donc, soit qu'il a une paralysie totale, il ne peut rien faire, soit qu'il peut faire, mais on va observer une chute progressive de son membre supérieur. On reproduit la même chose au niveau des membres inférieurs. Au niveau des membres inférieurs, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Mengasini. Donc, le patient, il est en décubitus dorsal et on va mettre ses membres inférieurs à angle droit. Et on va lui demander de maintenir ses membres inférieurs à angle droit. Donc, un sujet normal, il peut les maintenir. Un sujet qui présente un syndrome pyramidal, donc il va y avoir une chute progressive de ses membres inférieurs. On peut aller plus en détail, surtout quand il y a une atteinte neurogène périphérique, de faire un testing musculaire global et un testing musculaire analytique. C'est-à-dire qu'on va tester vraiment muscle par muscle, aussi bien membre supérieur et membre inférieur, et on va essayer de coter la force musculaire. Donc ici, vous avez un tableau pour la cotation de la force musculaire, donc qui va être comprise entre 0 et 5. Donc 5, ça veut dire que la contraction et la force musculaire, elle est au top, elle est maximale, elle est normale. Et 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraction du tout. Alors le 1, la contraction, elle est insuffisante pour provoquer un déplacement. Donc le patient, il peut par exemple bouger un membre, contracter un muscle, mais il ne peut pas déplacer son membre. À 2, le déplacement, il est possible en apesanteur.
En 3, le déplacement, il est possible, mais contre la pesanteur. Donc, on va supprimer la pesanteur. Et en 4, il peut faire le déplacement et il peut même résister. Quand on fait une force, il peut faire un déplacement contre résistance. Troisième des choses, l'examen du tonus. Alors, comment on va examiner le tonus? Le tonus, c'est l'examinateur qui le fait. Donc, le malade, il est au repos, il est détendu, et on va faire ce qu'on appelle une mobilisation passive du segment de membre. C'est-à-dire que c'est l'examinateur qui va essayer de mobiliser aussi bien les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc, les différentes situations qu'on peut avoir, soit une hypotonie. Donc, s'il y a une hypotonie, il y a ce qu'on appelle une exagération du ballon des mains, c'est-à-dire qu'on va prendre les mains du patient par nos mains et on va essayer de les mobiliser. On va voir que l'amplitude du mouvement, elle est vraiment très, très augmentée par rapport à un sujet normal. C'est ça, une exagération du ballon des mains. Alors, ce que vous voyez en haut, c'est la manœuvre de Stewart-Holmes, c'est-à-dire on demande au patient de faire l'abduction, enfin de faire la flexion de l'avant-bras sur le bras et on essaye de faire une résistance. Un sujet normal, il peut résister à cette force, mais un sujet, quand il a une hypotonie, le membre ou le bras, il va buter contre le tronc du fait de l'hypotonie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de Stewart-Holmes. Donc la première situation, c'est on peut avoir une hypotonie. Deuxième situation, c'est qu'on peut avoir une hypertonie. Alors l'hypertonie, il y en a deux types. Il y a l'hypertonie spastique qu'on observe dans le syndrome pyramidal. Et on a l'hypertonie plastique au cours des syndromes extra-pyramidaux. Et vous allez détailler les deux situations dans les deux cours respectifs. L'examen